Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, rencontre le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Au Botswana et au Sénégal, le ministre de la Justice aux missions. En Égypte, à présent, l'Égypte mobilise la communauté internationale pour Gaza. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Actualité à la une de ce journal. Le président de la République, son Excellence, El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu au palais de la République une délégation chinoise de haut niveau conduite par le vice-président du comité de l'Assemblée populaire nationale de Chine, M. Zhang Qingwei. Au menu des discussions entre le chef de l'État et M. Zhang, l'état de relations d'amitié et coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de promouvoir et les développer davantage. Les partenariats stratégiques que les deux parties entretiennent dans plusieurs secteurs névralgiques du développement ont également été évoqués au cours de cette audience. L'entretien a également servi de cadre d'échange à l'identification de domaines de coopération susceptibles d'affluer avec des rapports gagnant-gagnant pour les deux nations. Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale de grands projets de développement autour desquels les deux parties collaborent déjà ensemble dans divers secteurs. Le vice-président du comité de l'Assemblée populaire nationale de Chine a salué le rôle prépondérant que joue la République de Djibouti sous le leadership de son Excellence Ismaël Omar Guelleh pour la paix et la stabilité dans la région. Au cours de cette audience, le président de la République et le vice-président du comité de l'Assemblée populaire nationale de Chine ont mutuellement réitéré leur volonté respective d'œuvrer toujours au renforcement du niveau d'échange et de collaboration entre les deux parties et entre les deux pays et les deux peuples. Le vice-président du comité de l'Assemblée populaire nationale de Chine a été à la tête d'une forte délégation chinoise de l'Assemblée populaire nationale chinoise. Ses côtés djiboutiens, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale, la République populaire de Chine, M. Abdallah Abdullahi Miguel, ainsi que les membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment la première vice-présidente, Mme Safia Elmi Djibril, le deuxième vice-président, M. Omar Ahmed Ouaïs et M. Salvan Dahir Beleh, le secrétaire de bureau et président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, ont pris part à cette audience. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République populaire de Chine, son Excellence Abdallah Abdullahi Miguel, qui a pris part à la rencontre entre le chef de l'État et le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Voici sa réaction devant nos micros. De son Excellence, Monsieur le vice-président de l'Assemblée populaire chinoise, se situe dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Durant la visite de courtoisie que le président de la République lui a accordée ce matin, ils ont fait un large tour d'horizon de nos relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Ils ont discuté des différents progrès, mais également aussi du futur, suite à la dernière visite que son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait effectuée en Chine. Durant cette visite, le vice-président a pris connaissance de visu la réalisation des projets communs tant en ce qui concerne les infrastructures portuaires, ferroviaires et autres, pour apprécier l'avancement et le renforcement du cadre de coopération entre nos deux pays. Cette visite est très importante dans le renforcement de nos relations, parce que c'est dans ces échanges au plus haut niveau que nous pourrons apprécier et se projeter vers l'avenir et le futur qui sont très très importants, sachant pertinemment que lors de la dernière visite du président de la République en Chine, le président Ismaël Omar Guelleh et le président Xi Jinping avaient décidé de commun accord d'élever nos relations en une relation de coopération stratégique globale. Donc, ce qui a fait de Djibouti un partenaire stratégique pour la Chine. Nous comptons
énormément encore à la Chine pour qu'il puisse nous accompagner dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et en ma qualité d'ambassadeur, je suis très, très confiant dans le renforcement, la diversification de nos relations entre nos deux pays, sachant que la Chine est un partenaire stratégique qui s'est beaucoup investi dans le développement de notre pays. Autre actualité à la une de ce soir, dans l'après-midi de la journée du vendredi 29 novembre 2024, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droits de l'homme de Djibouti a rencontré en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République du Botswana, son Excellence Douma Gideon Boko. Voici le reportage avec Fardos. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a rencontré en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président de la République du Botswana, pour lui remettre un message qui lui a été adressé par son homologue djiboutien pour soutenir la candidature de M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. L'audience a servi de cadre pour aborder de prime abord les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République du Botswana. Au cours de l'entrevue, l'envoyé spécial a informé le président de la République du Botswana de la demande de soutien sollicitée par notre pays pour appuyer la candidature de Mahmoud Ali Youssouf. Il a également tenu à rappeler l'avancement du Botswana dans le domaine de la gouvernance et le développement économique, soulignant que notre pays est disponible pour renforcer davantage la coopération bilatérale avec le Botswana. Le ministre a également évoqué le rôle de la République de Djibouti en tant qu'havre de paix et de stabilité dans la région. De son côté, le président de la République du Botswana a profité de cette rencontre pour évoquer l'importance du poste du président de la Commission de l'Union africaine. Il a souligné l'importance de rehausser le profil de l'Afrique sur la scène internationale. Dans ses propos, le ministre djiboutien a évoqué le rôle de la République de Djibouti en tant que havre de paix et de stabilité dans une région en proie à de nombreux conflits. Les paroles avec Samatar. In 1 month, what you already did, your success in Belgium, making Botswana a hub for industry of diamond. This is a very great job. We are very proud of that. Nous sommes très fiers de vous. En seulement 1 mois, ce que vous avez accompli et votre succès dans ce rôle, notamment en réalisant des projets pour l'industrie et pour les retraités, sont remarquables. C'est un travail exceptionnel qui témoigne d'un leadership dont l'Afrique a besoin. Je tiens à vous adresser nos plus sincères félicitations pour cette réussite majeure. En complément de ce message, vous trouverez un document. Comme vous le savez, le poste de commissaire de l'Union africaine représente 13% et devrait être pourvu en février. Cette lettre a pour objectif de vous fournir des points clés à ce sujet. Vous avez un candidat proposé par Djibouti pour ce poste. Nous savons que le Botswana soutient également des candidatures pour les commissions. Après avoir étudié le profil de vos candidats, nous pensons qu'un soutien mutuel serait bénéfique. Il est essentiel que nous parvenions à porter un nouveau leader issu de l'Afrique du Nord, car notre continent a besoin d'un dynamisme et de leadership. Dans la journée du dimanche 1er décembre 2024, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droits de l'homme a participé, en sa qualité de représentant du président de la République de Djibouti, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, à la cérémonie du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy à Dakar. Le reportage avec Samatar. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a participé en sa qualité de représentant du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la cérémonie du 80e anniversaire du massacre de Tiaroy à Dakar. Dans sa mission, le ministre M. Ali Hassan Bahdoun était accompagné de l'honorable député et membre du Parlement panafricain M. Mahmoud Mustafa Daher et l'ambassadeur de Djibouti au Sénégal résidant en Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali.
La cérémonie du 80e anniversaire de cet événement du 1er décembre 1944 a été organisée sur les lieux où ils se sont produits au camp militaire des Tiaourié, près de Dakar. La commémoration a réuni plusieurs chefs d'État africains, dont Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, de la Mauritanie, Adama Barrow, de la Gambie, Umaro Sissoko, de la Guinée-Bissau, Brice Oligui, des Comores, Azali Assoumani, et des délégations menées par des ministres ou des présidents des parlements tels que le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la France, le Gabon, le Togo, le Mali étaient également présents. Les forces coloniales, dont le 1er décembre 1944, ouvert le feu sur des tirailleurs africains répartis après avoir combattu avec l'armée française en Europe, stationnée au camp militaire de Tiaouré en vue de leur démobilisation. Appartenant au corps des tirailleurs sénégalais, mais provenant en réalité de toute l'Afrique occidentale française dans le bataillon Somalie. Ils réclamaient avant leur départ le paiement de l'intégralité de leurs arriérés de soldes. Ils réclamaient leur dignité avant tout. À l'entame de la cérémonie, le ministre a transmis le message d'amitié et de fraternité du président de la République, son Excellence Ismaël Marguele, à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Le ministre a également rencontré le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, lors de son arrivée à la tribune officielle et l'a félicité pour l'excellente organisation de cet événement sans précédent. Ainsi, après l'accueil chaleureux du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le dépôt des gerbes, des fleurs et la visite de l'exposition portant sur le haut fait d'armes des tirailleurs, la séance discours a été empreinte d'émotion. Pour une cause qui n'était pas la leur, sur une terre qui leur était inconnue et sur un climat qui leur était hostile, ils se sont battus avec dignité et sont revenus en héros sur leur terre pour être massacrés par leurs frères d'armes. Tirailleurs africains venus de loin morts pour la France, morts par la France, les lauréats du concours national de poésie sur le thème Massacre des tirailleurs au camp de Tiaouré en 1944. Un cri de colère que la France réprimera dans le sang en ouvrant le feu sur ceux-là même qui avaient risqué leur vie pour qu'elles puissent être libérées. Ils venaient de l'Afrique coloniale, française, du Bénin, de Djibouti, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad, de la Guinée, du Gabon. Ils ont tous donné, ils méritent tous leur honneur, ils méritent tous le respect, ils méritent tous notre considération. Mais les revendications légitimes de ces hommes ont été balayées par le sang et un épisode tragique voulu par l'autorité coloniale, Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Par ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé que de nombreuses zones d'ombre subsistent sur la circonstance du drame. Le nombre de tirailleurs tués, leur identité, leur origine et le lieu de leur inhumation. Cependant, le chef de l'État a annoncé 5 mesures phares pour honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais et transmettre leur histoire. En effet, le chef de l'État sénégalais va initier plusieurs mesures de réappropriation des histoires communes avec 16 pays africains frères, dont Djibouti. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Tiaouré pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouverte à toutes les nations. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et dans notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire des Tiaouré sera enseignée dans le curriculum éducatif ainsi que dans les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée des tirailleurs est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Tiaouré. Conformément au système de rotation mensuelle entre les États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la République de Djibouti assure dès le dimanche 1er décembre 2024 la présidence du CPCUA, et ce pour un mois, et succédant ainsi la République démocratique du Congo qui vient d'achever sa présidence du mois de novembre 2024. La présidence de la République de Djibouti a débuté par des travaux du 11e séminaire annuel de haut niveau sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique qui se sont déroulés le 1er, le 2 et le 2 décembre 2024 à Oran, en Algérie. Cette importante réunion a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement djiboutien, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
l'Union africaine au niveau ministériel pour le mois de décembre 2024. Il est à noter que l'agenda du CPCOA proposé par la République de Djibouti pour ce mois de décembre est très dense, tant au niveau du nombre de réunions que de la pertinence du sujet soumis au Conseil. Après ce 11e séminaire d'Oran, le 5 décembre 2024, le représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, son Excellence Abdi Mahmoud Haïbé, présidera sa première réunion au niveau des ambassadeurs pour exprimer la mise en œuvre des décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et ce, dans un souci de suivi et d'évaluation de ses actions. Autre actualité de ce soir, dans le cadre des efforts soutenus pour mettre fin aux mutilations génitales féminines en République de Djibouti, une importante cérémonie de déclaration communautaire a eu lieu hier à Assamo. Cet événement a été organisé par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en partenariat avec l'UNICEF dans un esprit de mobilisation communautaire contre cette pratique. L'événement rassemblait une forte délégation dirigée par Mme Fatouma Moussa Abdi, secrétaire générale de l'UNFD. Elle était accompagnée de Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, invitée spéciale de la cérémonie, ainsi que de Mme Béat Dastel, représentant de l'UNICEF à Djibouti. Ensemble, elles se sont rendues à Alice Abiy où cette initiative s'inscrit dans un projet plus large visant à sensibiliser les communautés locales et à promouvoir des pratiques alternatives respectueuses des droits des filles et des femmes. À leur arrivée à Alice Abiy, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, à sa résidence. Également, le président du conseil régional, M. Shalmark Hassan Alale, qui était également présent pour accueillir ses invités. Lors de cette rencontre, le préfet de la région a exprimé son enthousiasme et a souhaité une chaleureuse bienvenue à la délégation, soulignant l'importance de cette initiative. Cette cérémonie marque un pas important dans la mobilisation des autorités locales et des communautés pour éradiquer cette pratique nuisible et témoigne de l'engagement continu de l'UNFD et de leurs partenaires internationaux pour la protection des droits des femmes et des filles. Après avoir été chaleureusement accueillie à Alice Abiy, la délégation s'est rendue à Assamo où la cérémonie de déclaration communautaire a eu lieu. Ce moment marquant a été l'occasion pour la communauté locale de réaffirmer son engagement à lutter contre les mutilations génitales féminines, les MGF. L'un des moments les plus poignants de cet événement a été lorsque les femmes de la communauté ont symboliquement enterré les instruments utilisés pour pratiquer les MGF. Ce geste fort a été un acte symbolique de rejet définitif de ces pratiques néfastes. Cet acte symbolique a eu lieu devant un large public composé du membres de la communauté ainsi que des personnalités locales influentes. Parmi elles figurait Daher Obsi Di Khashbash, une figure respectée de la région, et Fathia Idle Doubed, une militante engagée dans la lutte pour les droits des femmes. Leur présence a renforcé le message de solidarité et d'unité dans la lutte contre les MGF. Voici à présent la représentante de l'UNICEF, Mme Béat Dastel, qui a félicité les organisateurs de cette initiative. Fière d'être ici aujourd'hui dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Moi, je suis très émue parce que les thématiques des MGF, c'est pas seulement quelque chose lié à notre mandat ensemble avec le FNIAP. Et je voudrais vous saluer aussi de la représentante FNIAP, Mme Aïcha. Et je vous félicite vraiment pour remplacer ça pour autre activité, parce que ça, c'est la base. Arrêtez les choses qu'on n'a pas parlé avant. Et je suis fière de vous, parce qu'ici, on parle ouvertement d'une thématique qui n'est pas facile, mais qui porte beaucoup de souffrance. Et pour moi, c'est vraiment une thématique très liée à mon cœur. Parce que, comme je viens de dire, ce n'est pas seulement le mandat de se combattre pour les droits des filles, mais c'est aussi quelque chose qui m'a touchée beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de souffrances. Je connais 1000 histoires de femmes qui m'ont raconté leurs souffrances. Et je peux vous dire d'arrêter cette souffrance, ça ne va pas seulement aider et sauver les droits des femmes et des filles, mais aussi ça va aider les hommes, la communauté et tout le monde. Parce que c'est une question pas seulement de droits, mais c'est une question d'être heureux ensemble comme communauté. La ministre Mouna Ousmane Aden a précisé dans ses propos que cette initiative représente un pas important vers l'émancipation et le bien-être de nos concitoyennes.
Ici à Assamo témoigne de l'importance de cet événement qui marque les 16 jours d'activisme. Un moment clé dans la mobilisation pour éradiquer des actes nuisibles et pour la protection des droits des femmes et des filles. Cette initiative représente un pas important vers l'émancipation et le bien-être de nos concitoyennes. Je tiens également à souligner que la localité de Assamo est un modèle à suivre pour les autres régions de notre pays. Je tiens également à souligner que la localité de Assamo est un modèle à suivre pour les autres régions de notre pays. Cet esprit de solidarité et de coopération est un atout majeur pour le progrès de cette communauté et il doit inspirer d'autres localités à travers tout le pays. Son Excellence Ibrahim Biledou Ali, ambassadeur de la République de Djibouti au Japon, a présidé le 3 décembre 2024 une cérémonie de signature du contrat de construction d'un pont sur la route de la Palmeraie qui a eu lieu à Tokyo entre M. Soubane Saïd Ismail, directeur général de l'agence djiboutienne de route, et M. Kaku Hiroyuki, chef des opérations et directeur adjoint de la division des affaires internationales de la société japonaise Fujita Corporation. Il y a lieu de souligner que cette importante étape s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des échanges de notes du même projet qui ont été signés à Djibouti le 22 janvier 2024 entre son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et son Excellence Ara Keishi, ambassadeur du Japon à Djibouti. Cette assistance permettra de construire un nouveau pont sur la route de la Palmeraie dans le but d'augmenter sa capacité de trafic et d'assurer un moyen de transport stable en cas d'inondation. Une fois achevé, le futur deuxième pont de la capitale contribuera au renforcement des fonctions de transport urbain et à la facilitation de la logistique dans la Corne de l'Afrique. À cette occasion, l'ambassadeur Ibrahim Biledou Ali a adressé ses vifs remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour cette précieuse contribution. M. Soubane Saïd Ismail a pour sa part remercié chaleureusement le peuple et le gouvernement japonais pour cette importante aide publique au développement de Djibouti. C'est dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap que l'Agence nationale des personnes handicapées et l'ONG Qatar Charity ont signé un mémorandum d'entente aujourd'hui, marquant d'une collaboration stratégique pour soutenir et renforcer les programmes dédiés aux personnes ayant une situation d'handicap. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahmoud, la directrice de l'ONG Qatar Charity, Mme Rada Izzeddine, et les proches collaborateurs, mais aussi les responsables de l'agence de l'ANPH. Cette signature s'inscrit dans le cadre du soutien aux personnes handicapées, incluant des actions de parrainage visant à améliorer leur qualité de vie. Ce partenariat vise à mettre en œuvre des projets qui améliorent l'accès des personnes handicapées à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à l'inclusion sociale, contribuant ainsi à renforcer leur autonomie et leur intégration dans la société. Les mémorandums d'entente prévoient la mise en œuvre de plusieurs initiatives, notamment la fourniture de matériel médical spécialisé, des formations professionnelles ainsi que la sensibilisation aux droits des personnes handicapées. Qatar Charity, fort de son expertise dans la mise en œuvre de projets humanitaires et de développement, s'engage à apporter son soutien financier et technique pour garantir le succès de cette collaboration. La directrice de l'ONG Qatar Charity, Mme Rada Izzeddine, s'est dit honorée et heureuse présente à l'occasion de la signature de ce d'accord entre Qatar Charity et l'Agence nationale pour les personnes ayant des besoins spéciaux, qui constitue une étape stratégique qui reflète notre engagement, a-t-elle ajouté, notre engagement commun en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant des besoins spéciaux répondant à leurs besoins humanitaire et de développement. En conclusion, elle a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au succès de ce partenariat et à tout le personnel de l'agence, de l'ANPH, notamment le directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahmoud, pour leur coopération continue. De son côté, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Ali Saïd Mahmoud, a souligné que la cérémonie des signatures s'inscrit dans le cadre de la clôture de la Semaine nationale de l'handicap.
Le directeur de Halle a exprimé sa gratitude pour cette collaboration, affirmant que ce partenariat stratégique avec Qatar Charity est une grande opportunité pour améliorer les services et les infrastructures dédiées aux personnes handicapées dans notre pays. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de soutien aux personnes handicapées, incluant des actions de parrainage visant à améliorer leur qualité de vie. Il a vivement remercié les responsables de Qatar Charity pour leur collaboration. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFOP, poursuit son engagement en faveur de l'ouverture internationale et du développement des compétences linguistiques et technologiques des élèves des lycées. Le reportage avec Fardous. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit son engagement en faveur de l'ouverture internationale et du développement des compétences linguistiques. En effet, hier s'est déroulée au Centre de formation de l'Éducation nationale une cérémonie marquant à la fois l'inauguration d'un espace dédié à l'apprentissage de la langue russe, le lancement officiel de l'apprentissage de la langue russe, ainsi que la remise des attestations aux premiers élèves ayant brillamment achevé le module initial d'apprentissage de cette langue. Cette initiative s'inscrit dans un partenariat éducatif entre le MENFOP et l'Université d'Ulianov, repose sur la mutualisation des expertises et répond à la fois à la volonté du MENFOP d'offrir une préparation linguistique indispensable aux futurs étudiants souhaitant poursuivre leurs études en Russie. Outre l'enseignement linguistique, l'espace inauguré ambitionne d'offrir une formation technologique axée sur l'intelligence artificielle et la robotique, des domaines essentiels pour répondre aux défis du XXIe siècle. Monsieur Igor Petrichev, recteur de l'université d'Ulianovsk, a mis en lumière les opportunités qu'offre ce programme en matière d'échanges culturels et académiques. Madame la directrice, mes chers collègues du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers élèves, donc je suis bien contente de vous voir à la cérémonie officielle du lancement du centre d'éducation ouverte. D'abord, nous voudrions remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, nos chers collègues, parce que sans vous, le centre ne serait jamais ouvert. Les centres d'éducation ouverte, ce sont les centres organisés dans les pays différents du monde entier sur l'initiative du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie. Je suis vraiment content de lancer ce centre d'éducation ouverte à Djibouti et je suis sûre qu'on va poursuivre les cours qui sont déjà passés et on va élaborer d'autres programmes. Il est très important de motiver les élèves et de développer le système éducatif d'un pays. Tout le monde sait que l'apprentissage des langues étrangères peut motiver et peut augmenter l'activité intellectuelle. Et bien sûr que l'apprentissage de langue russe, c'est une opportunité non seulement pour entrer dans les universités de la Russie, mais aussi c'est très bien pour le développement de l'activité intellectuelle. Je suis sûre que vous réussirez tous les cours organisés dans le centre de formation des enseignants. Je suis sûre que vous allez réussir tous vos examens et que vous allez choisir une bonne filière. Ici, vous allez prendre connaissance de la culture de la Russie, de son histoire, de sa géographie, ainsi que de la robotique, de l'intelligence artificielle. Et nous allons faire tout pour le développement de nos systèmes éducatifs. Donc, bonne chance à vous et bon courage à vous et à tous nos collègues. Ensuite, la directrice générale du Centre de formation de l'Éducation nationale a salué l'initiative comme un exemple d'innovation éducative pour préparer les étudiants djiboutiens à des études réussies dans les universités russes. Formation, chers élèves, que vous avez commencé il y a 6 semaines sur la langue russe vous permettra, le choix de vos filières n'est pas au hasard. Donc, vous êtes issus de l'enseignement général, des filières scientifiques de l'enseignement général, mais également les filières techniques de l'enseignement technique et professionnel. Vous représentez le lycée d'État et le lycée technique de Gabon. Vous suivez une formation sur la langue russe. Est-ce que vous savez un peu pourquoi? Aucune idée. Alors, vous êtes des élèves de première. Vous allez suivre cette formation cette année et l'année prochaine pour maîtriser la langue française
et éventuellement poursuivre votre formation universitaire en Russie. Donc, à cet effet, je vous demande d'être assidu dans cette formation, de bien profiter de l'apprentissage de la langue russe. Vous savez que l'ouverture vers l'extérieur vous apportera beaucoup dans votre cursus universitaire. Donc, je vous demande d'être assidu. Et par la même occasion, je remercie le représentant, le recteur de l'université pédagogique Ulyanov, de cet appui sur l'enseignement de la langue russe et bien entendu sur d'autres voies. Alors, je rappelle qu'il y a également des formations sur l'intelligence artificielle, mais également sur la robotique, qui vont se poursuivre dans ce centre. Donc, je vous exhorte à profiter, en fait, de ces formations de qualité qui vous permettront d'atteindre les hauts niveaux de la technologie actuelle du numérique, du secteur du numérique. Le mardi 3 décembre 2024, le Centre de formation de l'éducation nationale a accueilli la pré-rentrée de la formation initiale des élèves professeurs de la 8e promotion du corps unique des professeurs de l'éducation nationale. Cet événement marquant a réuni la directrice générale, Mme Naïma Hassan Ismail, ainsi que ses proches collaborateurs témoignant de l'importance accordée à cette nouvelle promotion. Le processus de recrutement a été réalisé par le biais d'un concours rigoureux conçu pour identifier les candidats les plus qualifiés. Ce dispositif répond à un besoin urgent d'enseignants dans les établissements scolaires, tant dans la capitale que dans les régions périphériques. Ces futurs professeurs joueront un rôle essentiel dans l'amélioration de l'éducation en apportant leurs compétences et leur engagement dans les classes. Pour l'année de formation 2024-2025, un total de 350 élèves professeurs a été sélectionné répartis dans 18 disciplines variées. Cette diversité disciplinaire est essentielle pour garantir une couverture adéquate de matières enseignées dans les écoles tout en répondant aux exigences éducatives modernes. La formation initiale dispensée au CFN est un élément clé pour préparer ces futurs enseignants à relever les défis de leur métier. Elle fournira non seulement des connaissances théoriques approfondies, mais aussi des compétences pratiques nécessaires pour gérer une classe et favoriser l'apprentissage des élèves. En investissant dans la formation de ces jeunes professionnels, le CFN s'engage à contribuer de manière significative à l'évolution du système éducatif national. Ce moment de pré-rentrée marque le début d'un parcours enrichissant et formateur pour ces élèves professeurs qui auront la responsabilité de former les générations futures et de contribuer au développement de l'éducation de notre pays. L'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, connu dans son acronyme l'ONEAD, redouble d'efforts pour améliorer le système d'évacuation des eaux pluviales dans la capitale. Les détails avec Fardos. L'ONEAD redouble d'efforts pour améliorer le système d'évacuation des eaux pluviales dans la capitale. Ces travaux de réhabilitation s'inscrivent dans une démarche globale visant à renforcer les infrastructures de drainage et de prévenir les problèmes d'inondation. Le canal de Khor Burhan, essentiel pour assurer un écoulement efficace des eaux pluviales, bénéficie d'un nettoyage en profondeur et de réparation ciblée. En mettant en place ces actions, l'ONEAD démontre une fois de plus son engagement à renforcer les infrastructures d'assainissement urbain. Il prévoit également de poursuivre ses initiatives dans d'autres secteurs prioritaires, affirmant ainsi son rôle clé dans le développement des infrastructures d'assainissement à Djibouti. Ces travaux s'inscrivent dans la continuité des travaux qu'on avait commencé il y a quelques temps sur le canal Nasser et à l'extrémité du canal Avenue-26. Ici, aujourd'hui, nous réhabilitons les canaux d'évacuation des eaux pluviales de Khor Burhan. Nous sommes en train de restituer aux canaux leur fonction hydraulique et nous sommes aussi en train de nettoyer en profondeur les canaux pour éliminer les accumulations de matières solides qui freinent les bons écoulements des systèmes d'évacuation des eaux pluviales. Donc nous allons progresser dans ce sens-là et nous allons étendre nos actions sur les autres composants de nos réseaux ici à Djibouti, mais aussi dans les régions de l'intérieur, Inch'Allah.
Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une formation pour les comités de gestion communautaire de la région de Bok. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la prévention des violences basées sur le genre et l'orientation des victimes. La formation permettra aux relais communautaires de jouer un rôle actif dans la sensibilisation et la protection des populations vulnérables, en particulier des femmes et des filles. Cette action s'inscrit dans une campagne nationale qui s'étend en 5 régions de l'intérieur avec pour objectif de bâtir une société plus inclusive et respectueuse des droits humains. On a demandé l'aide de l'UNFD pour qu'ils puissent nous aider puisqu'ils connaissent et qu'ils sont sur le terrain tout le temps. C'est dans ces cadres-là donc on est en collaboration et qu'on a toujours collaboré dans sur tout ce qui est violence, sur le genre et les MGF. Et on est vraiment très contente de participer les 2 jours de formation avec vous. Et j'espère que vous allez bénéficier de ce qu'ils vont vous apprendre, les formatrices, et que vous allez au moins faire la sensibilisation au niveau de vous allez faire passer à la population et dans tous vos entourages tout ce qui vous sera appris par les formatrices donc, de l'UNFD. Je vous remercie. Dans l'actualité internationale, à présent, l'Égypte mobilise la communauté internationale pour Gaza. Le reportage. Organiser une conférence au Caire pour mobiliser un soutien humanitaire en faveur de Gaza où la situation se dégrade depuis plus d'1 an de guerre contre la résistance du Hamas et Israël. L'événement a rassemblé des responsables régionaux et occidentaux de premier plan ainsi que des figures de l'ONU, notamment Amin Mohamed, secrétaire général adjoint des Nations Unies. La situation à Gaza et notamment dans ces zones septentrionales presque totalement isolées depuis 2 mois a été au centre de discussion. Le ministre des Affaires étrangères égyptien Ahmed Ali Atta a rappelé que la question du déplacement forcé des Palestiniens est une ligne rouge pour l'Égypte et la Jordanie. Il a affirmé « Les Palestiniens ont leur terre et leur patrie. Ni l'Égypte ni la Jordanie n'accepteront aucun déplacement sous quelque forme que ce soit, et que ce soit de la Cisjordanie ou de Gaza. » Le soutien humanitaire a été un thème central de l'événement. Les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à aider Gaza, mais la situation reste extrêmement complexe. L'ONU a rappelé que malgré ces efforts, moins de 10% de l'aide humanitaire est parvenue dans la région en novembre dernier. Autre actualité internationale, le COP16, 21,5 milliards de dollars pour soutien à 80 pays touchés par la sécheresse. Busan, Bakou, Riyad et depuis lundi, le centre de discussion devant apporter des solutions à la désertification qui mine la planète. La sécheresse touche 1/3 des terres émergées du continent, affectant durement les petits agriculteurs. À l'ouverture du COP16, un partenariat mondial de Riyad où la résilience à la sécheresse a été annoncé. Ce partenariat vise à mobiliser 21,5 milliards de dollars pour soutenir les 80 pays les plus touchés par la sécheresse dans le monde. En parallèle, le Fonds international de développement agricole a lancé un appel à la mobilisation des ressources pour renforcer la résilience des communautés agricoles face aux défis climatiques. Les 500 millions des petites exploitations agricoles sont aussi les plus durement touchées par les effets du changement climatique. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.